Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Au sommaire, insécurité ambiante à SICAP Liberté 2 où les agressions et cas de vol sont devenus monnaie courante. Un drame ce matin dans le quartier, une lingère poignardée à mort. Vive tension à Ouest Foire, la gendarmerie a investi le quartier. Les jeunes de la cité s'opposent à la construction d'une station d'essence. Saisie de plus de 60 tonnes de fer à béton de mauvaise qualité. L'industriel trafiquant mis en cause encourt une amende ou un déferment devant le procureur. Difficulté dans l'application de la loi sur la baisse des prix des loyers. Le président de l'association des locataires du Sénégal demande la mise sur pied d'un comité de suivi et la construction de logements sociaux. Cela après la sortie hier du chef de l'État lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. L'affaire Petrotim pollue l'atmosphère au sein de l'AMS. Le maire de Yeumbeul Sud menace de démissionner de l'association des maires du Sénégal. Bara Gaye, que vous allez entendre sur l'affaire Mbayang Diop, évoque le soutien de l'association à Aliou Sall. L'actu inter avec vous, Ismaïla Kamara, bonjour. Bonjour, Georges Déthié Diop. Les titres. Soudan, le j'accuse d'Amnesty International. Selon l'ONG, Khartoum utilise des armes chimiques contre les populations du Darfour. Guinée, commémoration hier de l'ancêtre du massacre du 28 septembre à Conakry. Au lendemain de l'événement, les familles des victimes réclament toujours justice. Franck Emmanuel Issos Gondé, c'est le nouveau Premier ministre du Gabon. Une première, ce dernier est issu de l'ethnie Kota, principale mission formée au gouvernement d'ouverture au plus tard dimanche. Les sports dans ce midi, Youssouf Bodian, bienvenue Youssouf. Merci Georges. Le sommaire de la page des sports. Élection au conseil de la FIFA, ça ne passe pas pour Maître Augustin Senghor. Ce sont finalement les candidats de la Guinée, celui du Ghana, qui sont élus pour représenter l'Afrique. Football, la Ligue 1 sénégalaise, la Linguère, sans entraîneur depuis l'annonce du départ de Djilali Barloul. Le club saint-louisien va tenter de convaincre le technicien franco-algérien à revenir sur sa décision. Vous entendrez son président, justement, la Ligue 1, beaucoup de mouvements d'entraîneurs. Nous ferons donc le point dans ce journal. Et ce sera à midi 20. Rendez-vous est pris. La régulation des loyers, le chef de l'État demande au gouvernement de lui faire le point avant fin octobre 2016 et de veiller au respect des droits des bailleurs, des locataires entre autres, où se situent les difficultés dans l'application de la loi portant baisse des loyers. On en parle d'un point de vue. Alioune Diassia sur la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. Georges Déthié Diop. La peur au ventre à SICAP Liberté 2. Les populations ne dorment plus du sommeil du juste. L'insécurité a fini de gagner du terrain dans le quartier. Ce matin, seulement une lingère originaire de Kolda a été poignardée à mort par des agresseurs. Sur place, les habitants dénoncent les cas d'agression, les vols de portables, casse de véhicules devenus monnaie courante dans le quartier. Mantouré. La pluie s'est chargée du nettoyage du sang étalé sur la chaussée. Le sang d'une dame qui coulait simplement. On n'y croyait pas, même si on en parlait. Finalement, c'est arrivé. L'agression à l'arraché, qui était fréquente à la SICAP Liberté 2, a fait mort d'homme. Non, de dame plutôt. C'est une lingère. Elle est originaire de Kolda. Elle partait tôt au travail. Ses agresseurs ont profité du flot ce matin pour l'assassiner sauvagement. La dame a perdu sa vie pour rien, car elle n'avait rien par devers elle. À la SICAP Liberté 2, les agressions sont devenues banales. Il y a un problème de sécurité réelle. On a une police qui ne fait jamais de patrouille. Étudiant, cartable devant moi. Ça se passe tous les jours. Si ce n'est le voisin. Un de nos voisins ici sa voiture a été caillassée.
une nuit. Donc keroog fii la benn voisine garé fii oto dafa fàtte benn saagam rek si biir oto bi rek de gars yi toj verre bi jël saag bi il y avait que des papiers. C'est la dame d'autrui. Ma femme fii lañ ko agressé dafa xëy di liggéey dafa ñëw garé. Ma femme était dans sa voiture, elle sortait, elle avait un sac et le monsieur est venu, a pointé un couteau sur elle et l'a blessée, a arraché son sac et s'est sauvé avec un autre gars qui était sur un scooter. C'est peut-être dû à la proximité du stade, déclare ce père de famille. Les exemples pullulent, des boutiques vandalisées, des habitants bastonnés jusqu'à se retrouver à l'hôpital, des gentilles dames attaquées, effrayées, avec comme conséquence leur portable volé. La chic SICAP Liberté 2 est devenue l'infect quartier. Mantouré pas épargné par ces agresseurs, elle aussi. Forte présence des gendarmes au quartier Ouest-Foire en cause la construction d'une station d'essence dans la cité, ce qui n'est pas du goût des habitants de Ouest-Foire qui ont décidé de s'y opposer, ce qui explique d'ailleurs la descente de la gendarmerie sur les lieux. Le reportage est signé Migui Maramdiaye. Les hommes en bleu visibles partout à Ouest-Foire. À bord de leur pick-up, ils surveillent les travaux de construction d'une station d'essence par la société Eidon. La population dit niet. Abdelaziz Diouf, président des associations de résidents et propriétaires de Ouest-Foire, dénonce. Le réveil a été extrêmement dur parce qu'au moins on s'y attendait le moins. Les gendarmes sont venus. Je pense que c'est sous les instructions du préfet de Dakar, pour donc encadrer la société Eidon afin qu'il démarre les travaux de construction d'une station-service sur ce site. Ce site-là est la devanture de nos maisons. C'est parce qu'ils nous ont pris au dépourvu que la réaction est plus ou moins timide. Les travaux ont débuté sous le regard impuissant des habitants de la localité. Ils crient au scandale. Sur le communiqué, il n'a pas été pris l'adresse exacte d'implantation du terrain. Mais comment on peut donner une position quand on voit que même sur l'avis au public, aucune information du terrain n'est pas indiquée, à part le numéro du foncier. Mais où se situe le terrain? Ils ont dit un terrain sur la VDN en face de la foire. Les propriétaires et résidents, tout ce qu'ils demandent, c'est l'arrêt immédiat des travaux. L'annulation du projet, on n'a qu'à le délocaliser là où il veut. Mais cette place-là n'est pas indiquée pour habiter une station. C'est la place où nos enfants jouent, n'est-ce pas? C'est la place où, effectivement, on organise nos chants religieux, n'est-ce pas? C'est le lieu, c'est la devanture de nos cités. Aujourd'hui, regarde comment il va fermer nos maisons. Et qu'est-ce qu'on va devenir nous maintenant? Le responsable de la société Eidon trouvé sur place s'abstient de tout commentaire. Il demande aux habitants de Ouest-Foire de s'adresser aux autorités administratives parce que la société est dans ses droits. Midi 8 minutes, le président de l'association des locataires du Sénégal pense que la loi sur la baisse du loyer a créé plus de problèmes. C'est pourquoi d'ailleurs Elimane Sall demande la mise sur pied d'un comité de suivi et la création de logements sociaux. Cette sortie de Elimane Sall fait suite à la déclaration hier du chef de l'État lors de la réunion du Conseil des ministres. Elimane Sall au téléphone avec Daouda Diouf. Je ne peux pas dire que je suis satisfait de ce qui s'est passé parce que depuis que cette loi-là a été annoncée, évidemment, ça n'a fait qu'exacerber les relations qui existaient entre les bailleurs et les locataires et qu'aujourd'hui, force est de constater sur le terrain que la réalité est tout autre parce que l'esprit de la loi, c'était de soulager les locataires, mais aujourd'hui, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les locataires sont plus fatigués qu'avant. La solution, évidemment, le président a senti que ça ne va pas sur le terrain. S'il a demandé qu'on lui fasse le bilan d'ici la fin du mois d'octobre, c'est parce qu'effectivement, il a remarqué que sur le terrain, cette loi-là n'est pas respectée. Alors, je pense que l'esprit de la loi, c'était de soulager les locataires, mais aujourd'hui, les bailleurs contournent de n'importe quelle façon cette loi-là pour faire monter les prix. Alors nous, ce que nous avons toujours proposé, c'est qu'il y ait un organisme de contrôle. Il faut un suivi régulier et permanent jusqu'à ce que les choses se mettent en place pour régler ce problème. À cela, il faut ajouter aussi les logements sociaux. Accéder facilement aux logements sociaux pour les gorgorlous sénégalais. Aujourd'hui, les prix qui sont pratiqués sont hors de portée des citoyens. Il faut que cela soit revu et que cela arrive aux ayants droit. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est les mêmes propriétaires qui vont acheter beaucoup plus de terrain, qui vont construire, qui vont relouer aux gens. Et le problème va rester entier. Je pense que si le président a décidé de prendre cela en main, évidemment, nous attendons que de fortes décisions soient prises pour que cela puisse compter évidemment dans leur bilan. Sinon,
évidemment, ça va tomber aux oubliettes et ça va constituer une crise sans précédent. Eliman Sall, président de l'association des locataires du Sénégal. 72 tonnes de fer à béton de mauvaise qualité d'une valeur de plus de 18 millions saisis à Keur Massar. L'industriel fabricant le fer doit déférer à une convocation. Il a deux possibilités, payer une amende ou être poursuivi par le procureur. Ibrahim Massar, chef de division métrologie à la direction du commerce intérieur, est au téléphone avec Seydou Nourouba pour plus de détails. La première saisie a été faite sur un camion qui était en train de convoyer du fer non conforme. Nous l'avons intercepté à Keur Massar. Et la deuxième saisie a été faite chez l'industriel. Donc pour le camion, ils sont en train de décharger le fer dans un entrepôt que nous avons réquisitionné. Et maintenant pour le fer qui est à l'industrie, nous l'avons saisi et nous avons constitué l'industriel gardien de la saisie. Et dès qu'on aura les camions pour les enlever, on le fera. Oui, il a déféré hier à notre convocation. On est en train de faire le procès verbal, donc de constatation d'infraction. À l'issue de ce procès verbal, il a deux possibilités. Soit il transige avec nous, il demande le bénéfice de la transaction. Il paye une transaction. Dans le cas échéant, son dossier est transmis donc au procureur pour des poursuites. En tout état de cause, le fer est déjà saisi. Là, le traitement du dossier nous indiquera la suite de cette saisie. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Bara Gaye du Parti démocratique sénégalais, par ailleurs maire de Yeumbeul Sud, s'exprime sur l'affaire Mbayang Diop, du nom de cette Sénégalaise accusée d'avoir tué une Saoudienne. Pour lui, il faut éviter de trop communiquer sur ce dossier. Le libéral, le membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, se prononce également sur l'affaire Petro-Tim. Selon Baragaï plutôt, qui prend le contre-pied du bureau de l'AMS, l'association du maire du Sénégal. Il refuse de soutenir Aliou Sall. Baragaï était l'invité de RFM Matin. Ali Mouba. Le maire de Yeumbeul Sud refuse de se pencher outre mesure sur l'affaire Mbayang Diop, proche de la famille de la présumée meurtrière emprisonnée en Arabie Saoudite. Baragaï invite à la sérénité. J'ai le numéro personnel du diplomate sénégalais à Riyad. Je communique régulièrement avec lui sur ce sujet. Mais il faut rappeler qu'il y a eu meurtre dans cette affaire. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu mort d'homme. Je ne peux pas communiquer n'importe comment et j'invite les Sénégalais aussi à garder la sérénité. Qui au Sénégal ne peut pas communiquer n'importe comment. L'agitation tous azimuts n'a pas sa place dans ce dossier purement judiciaire. Elle dessert même la cause de la famille Diop. Parce que si on ne fait pas attention, on peut, sans le savoir, heurter la conscience du mari de la victime, du mari de la dame qui a été tuée. Sur l'affaire Petro-Tim, le libéral rue dans les brancards. L'AMS, l'association des maires du Sénégal, n'a pas à manifester sa solidarité à Aliou Sall, empêtré tout seul, selon lui, dans une affaire purement privée. Combien de maires ont-ils reçu le soutien de l'AMS ? C'est la question que je pose. Alors, ce n'est pas parce qu'on est frère du président de la République qu'on doit manifester outre mesure son soutien. Lorsqu'Aliou Sall prenait la tête de Petro-Tim, je pense qu'il n'était même pas encore maire. Alors, l'AMS n'a rien à voir avec cette affaire. Qu'on ne nous tympanise pas. Pour marquer le coup, Baragaï n'exclut pas de démissionner de l'AMS, dont il pense qu'elle a fini de montrer ses limites. Mohamed Talimouba, midi 14 minutes, situation de l'école pas du tout reluisante à Dagana, où le décor n'est pas joli à voir, des salles de classe détruites ou sans toiture. À cela s'ajoute un déficit en personnel d'une centaine d'enseignants. Mais malgré tout cela, un comité départemental de développement consacré à la question s'est engagé pour que les enseignements démarrent dès le premier jour de la rentrée scolaire. Ousseynou Diagne. Près d'une vingtaine d'écoles sont endommagées pendant cet hivernage dans le Waalo. Une situation pourtant loin de décourager les autorités administratives et scolaires de Dagana qui s'engagent d'ailleurs à faire démarrer les enseignements dans plusieurs établissements dès le premier jour de la rentrée. Amadou Sy est l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dagana. Ce que nous avons fait aujourd'hui est très rassurant. Les communautés, notamment les parents d'élèves, les CGE, les directeurs d'école, les principaux, tout ce beau monde a pris des engagements pour faire en sorte
pour que le Oubité Diangaté soit en réalité. Nous avons au préalable ciblé quelques écoles, 10 écoles élémentaires, 5 collèges et 2 écoles du préscolaire. On met à profit toutes ces volontés et toutes ces intentions. Il est possible qu'on arrive effectivement à faire fonctionner l'ensemble des classes le 5 ans. Le déficit en personnel est aussi un autre obstacle dans le Wallo, mais l'IEF va faire avec, même s'il compte solliciter sa hiérarchie pour l'affectation d'enseignants dans les meilleurs délais. Nous lançons quand même un appel à la hiérarchie, dès que possible, de mettre à la disposition au moins une 50aine d'enseignants en langue française et 38 enseignants en langue arabe pour qu'on puisse effectivement résorber le déficit qui est dû en grande partie par le départ massif des enseignants par le mouvement national. Oubité Diangaté est donc pris au sérieux par des enseignants de Daganan. À les en croire, la balle est désormais dans le camp des élèves et de leurs parents. Cependant, il sollicite des APE et de tous les leaders d'opinion une sensibilisation beaucoup plus accrue en direction des élèves et de leurs parents. Richard Toll, c'est le dernier FM. À Sédhiou, la jeunesse se mobilise pour un démarrage effectif des cours le jour même de l'ouverture des classes. Opération de désherbage des écoles dans les différentes localités. Voyons tout cela avec Max Euclide Kamfani. Pour un démarrage à temps des enseignements dans la région, la jeunesse de Sédhiou, à travers le conseil régional de la jeunesse, sonne la mobilisation pour le désherbage de toutes les écoles. Dafé Bayo, président du conseil régional de la jeunesse de Sédhiou. L'ouverture des classes, c'est bientôt, c'est le 5, et nous sommes dans une zone où il pleut beaucoup. Par conséquent, les établissements sont pleins d'herbes. Et pour cela, nous pensons que ce sont les jeunes qui peuvent s'atteler autour de ça afin que les établissements soient désherbés. Pour cette raison, nous avons convoqué cette rencontre pour mobiliser, n'est-ce pas, les jeunes à travers les associations et les mouvements AFPOLA afin que les établissements soient désherbés pour que le concept Oubité Diangaté soit une réalité dans la zone. C'est une zone où il pleut beaucoup, les écoles se ferment très tôt et si l'ouverture n'est pas effective à temps, nos élèves sont lésés. La jeunesse, force vive de la nation et dans chaque communauté, cette jeunesse doit pouvoir se mobiliser pour le développement de sa localité, démarche que ces jeunes de la région comptent entreprendre à travers cette action, décide le président du conseil régional de la jeunesse de Sédhiou. C'est la communauté qui demande l'école. Et la force de la communauté, ce sont les jeunes. Nous qui sommes ces jeunes-là, c'est nous qui devons aider nos parents afin que nos frères bénéficient des enseignements apprentissage de qualité et puissent avoir un enseignement avec le quantum horaire atteint. Et pour cela, c'est nous les jeunes qui devons nous mobiliser pour que vraiment les écoles soient prêtes à accueillir le personnel et les élèves. Une sensibilisation est donc annoncée pour une forte mobilisation de toutes les associations de jeunesse sans exception dans le cadre de ce projet. Max Euclide Kamfani, Sédhiou, RFM. L'actualité internationale. Et l'on retrouve Ismaïla Kamara. Bienvenue Ismaïla. Bienvenue Georges. Alors en Guinée, après la commémoration du massacre du 28 septembre, c'était hier, les familles des victimes veulent que justice se fasse. Les victimes attendent toujours le procès. L'instruction est en cours de Conakry Zakaria Kamara. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont mentionné dans un communiqué rendu public mardi leur satisfaction après l'inculpation de plusieurs personnalités civiles et militaires guinéennes. Mais ces efforts semblent insuffisants aux yeux de certains Guinéens. Abdourahmane Baldé et ses amis ont organisé un sit-in à Bambeto pour le président du Parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne. Il s'agit d'alerter. Donc nous sommes émus, nous avons voulu observer 30 minutes de silence en faveur des victimes et nous avons voulu soulever une interrogation négative pour savoir combien de jeunes doivent mourir encore. Parce que des jeunes ont subi, les jeunes ont été tués, les jeunes ont été manipulés, les jeunes, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice. Le gouvernement guinéen s'est engagé à faire toute la lumière sur ce dossier. L'instruction est en cours. Il faut aller vers le procès pour rendre justice et éviter d'autres crimes, a dit Khalifa Gassama Djabi, ministre guinéen de l'Unité nationale et de citoyenneté. Il faudrait maintenant aller vers le procès pour rendre justice aux victimes, mais aussi envoyer un signal très fort à la société guinéenne qu'on ne peut pas accepter que des crimes aussi horribles soient commis sans punition, conformément au droit. L'association des parents et victimes du 28 septembre a prévu d'organiser mercredi soir une exposition de documents qui illustrent la répression sanglante des Guinéens dans le grand stade de Conakry. Zakaria Kamara pour RFM. Zakaria, une première au Gabon. Le Premier ministre Ismaïla n'est pas de l'ethnie Fang.
Franck Emmanuel Ngondé Kota, il vient de la province de Logoué et Vendo. C'est au nord-est du Gabon. Le nouveau chef du gouvernement a été nommé au lendemain de la prestation de serment du président Ali Bongo Ondimba pour son deuxième mandat. L'ex-chef de la diplomatie gabonaise s'attelle à la composition d'un nouveau gouvernement. Celui-ci est attendu au plus tard dimanche. En ligne de Libreville, notre correspondant Yves Antonio Ogoula. Depuis le 17 août 1960, date de l'indépendance, le Gabon n'a eu que des premiers ministres issus de l'ethnie Fon. C'était un vieux système de géopolitique pensé par feu le président Léomba et Omar Bongo Ondimba. Lors de son premier septennat, Ali Bongo a suivi à la lettre cette règle non écrite, tant décriée. Aujourd'hui, le chef de l'État s'est débarrassé de cette vieille pratique en portant à la primature un nouveau premier ministre issu de l'ethnie Kota dans la province de Logoué-Ivindo, dans le nord-est du Gabon. Franck Emmanuel Ngondé, diplomate de carrière, était depuis 2012 le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale. Le natif de la ville de Makokou, au nord-est du Gabon, est âgé de 55 ans. Il a aussi occupé les fonctions de ministre de l'énergie, du budget, ainsi que le portefeuille des relations avec le Parlement. En ce moment, le diplomate, le nouveau Premier ministre, consulte pour la formation d'un gouvernement d'ouverture au plus tard dimanche prochain, selon la présidence de la République. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Ismaïla Kamara, un rapport d'Amnesty International incrimine le Soudan. C'est un document de près de 100 pages, Georges. Il révèle que des dizaines d'enfants ont péri au Darfour. Tous avaient inhalé du gaz toxique, renseigne l'Organisation de défense des droits humains. Dans le même rapport, Amnesty International s'est entretenu avec 200 survivants qui font état de l'utilisation d'armes chimiques par le Soudan. Probable baisse du prix du pétrole, l'OPEP entend baisser la production pétrolière journalière. Annonce faite hier par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Alger. Elle a décidé de réduire la production de pétrole par jour d'environ 700 000 barils. Elle passe de 33 millions de barils par jour à 32,5 millions de barils. Ousmane Gueye. Après plusieurs heures de discussion, les pays exportateurs de pétrole ont pu s'entendre sur une réduction de leur production. Elle va être plafonnée à un niveau de 32 200 000 à 33 millions de barils par jour. Le ministre qatari de l'énergie, Mohamed Saleh Al-Sada, qui présidait la très longue réunion, mais historique pour le reprendre, confirme le chiffre. Il explique la mesure par le fait que l'OPEP a voulu soutenir le prix de l'or noir en chute libre depuis 2 ans. Dès l'annonce de la nouvelle, les cours du brut ont immédiatement grimpé. Ils ont clôturé en nette hausse à New York alors que les marchés s'attendaient à un constat de désaccord des 14. À Londres, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à même échéance a progressé de $2,72 à $48,69. Mais inutile de s'alarmer d'après des analystes, ils considèrent que l'accord scellé hier à Alger ne change rien aux fondamentaux du marché plombé depuis la mi-2014 par une offre excédentaire. J'ajoute, Ousmane Gueye, que la réduction par pays va être définie d'ici au sommet du cartel à Vienne annoncé pour le 30 novembre prochain. La suite, c'est avec vous, Georges. Merci, Ismaïla Kamara. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La régulation des loyers, le chef de l'État a demandé hier en Conseil des ministres au gouvernement de lui faire le point avant fin octobre 2016 et de veiller au respect des droits des bailleurs, des locataires, entre autres, où se situent donc les difficultés dans l'application de la loi portant baisse des loyers. C'est le sujet de Point de Vue. RFM Sport. Les sports avec Youssouf Bodian. Youssouf, d'abord, l'élection au conseil de la FIFA, ça ne passe pas pour Maître Augustin Senghor. Oui, le président de la Fédération sénégalaise de football, pas retenu parmi les dirigeants africains qui intègrent l'instance mondiale du football. 2 places étaient en jeu ce matin au Caire en marge de l'Assemblée générale extraordinaire de la CAF. Maître Augustin Senghor était en compétition avec 4 autres candidats. Au finish, c'est le Guinéen Almami Kebele et Kamara avec 37 voix et le Ghanéen Kwesi Nyantaki qui est donc arrivé deuxième avec 31 voix.
qui vont représenter l'Afrique à ce conseil. Le président de la Fédération sénégalaise de football arrive en 4e position avec 9 voix. Les 2 dirigeants africains élus par leur père vont siéger au sein du conseil de la FIFA pour la période transitoire de septembre 2016 à mars 2017. Football, toujours la Linguère de Saint-Louis sans entraîneur. Djilali Barloul a annoncé son départ du club. Information confirmée par le président de la Linguère qui annonce que le contact n'est pas rompu avec le technicien franco-algérien. Le docteur Ahmadou Dia n'exclut pas de se rendre à Marseille pour convaincre le technicien à revenir sur sa décision. Il est interrogé par Mohamed Nabissila. Je confirme le départ de Djilali Barloul, mais définitivement je ne peux pas le dire parce que Djilali depuis qu'il est parti en vacances, on discute sur son retour parce qu'en venant à Saint-Louis, on lui avait donné une mission, c'est-à-dire de terminer le championnat et de maintenir l'équipe. Et après on appréciera. Effectivement, après, il est parti en vacances. Bon, il a posé quand même quelques conditions. Au cours de la semaine, il a dû faire une sortie, mais je crois que ça ne m'a pas empêché de continuer à discuter avec lui. Tous les Saint-Louisiens, que ce soit les sportifs ou le Saint-Louisien tout court, réclament le retour de Djilali, de l'entraîneur Djilali. C'est des choses négociables et on continue à les négocier. Ce n'est pas des conditions financières? Du tout, vraiment du tout. L'essentiel n'est pas de déballer ou bien de dire que ça... Ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer la discussion avec Djilali pour le faire venir parce que c'est une volonté des Saint-Louisiens. Et je pense que quel que soit ce que ça me vaudra, je continuerai à discuter avec Djilali et je n'exclus même pas d'aller à Marseille le rencontrer comme on l'avait fait, discuter et ensuite essayer de le convaincre à revenir. Ahmadou Dia, donc le président de la Linguère, dans un entretien accordé à nos confrères de Stade, le technicien de 34 ans avait expliqué son départ par le fait que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse faire son travail. Pour rappel, Djilali Barloul avait pris les rênes de la Linguère en février 2016 et les Samba Linguère ont terminé 4e de la Ligue 1. Justement, nous restons avec la Ligue 1, Youssouf, et c'est pour faire le point sur les mouvements d'entraîneurs. Beaucoup de clubs ont changé de coach en perspective de la prochaine saison. On note aussi l'arrivée de techniciens sénégalais établis à l'étranger. Megui Maram Ndiaye fait le point. Le marché des transferts reste très actif. Beaucoup de clubs ont décidé de remercier leurs techniciens. C'est le cas du Stade de Mbour qui accueille Boukounta Sissé, l'ancien entraîneur du Ndiambour de Louga, remplace Alioune Badara Ndiaye Douta à ce poste. Pendant ce temps, le club voisin Mbour Petite Côte recrute Badara Sarr, l'ancien entraîneur de l'AS Douane a paraphé un contrat de 3 ans. Son arrivée marque le départ de Abdou Karim Mané qui prend les rênes de l'Olympique de Ngor. Les Ngorois se sont séparés de Sidat Sarr sans club pour le moment. Un autre club qui a apporté du sang neuf, Sinayor. Le club diourbellois a décidé de faire confiance à Salif Diallo. Il était dans le staff technique de Djambar. Le Djaraf de Dakar aussi. Alassane Dia quitte le banc, destination à AS Pikine. Malik Daf prend les commandes. Le nouvel homme fort du club de la Médina avait démissionné du poste d'entraîneur de l'US Ouakam. Il est remplacé par Al-Ousseinou Sen qui quitte le banc de l'AS Kafrine, un club de National 1. Un autre club de Ligue 1 qui a décidé de se séparer de son technicien, le Casa Sport. Atanas Tendeng arrive, Dembara Matandjaï out. Barlou Djilali a aussi annoncé son départ du banc de la Linguère de Saint-Louis. Sur le banc de Niaritali Grand Dakar Biscuiterie, un certain Dembambaye. Il ne provient de la France. Patrice Bodian, établi en Belgique, a été appelé pour conduire les destinées de l'AS Douane. Dominique Colli, qui a été remercié par la Sinayor, atterrit sur le banc du port autonome de Dakar. Le Guédiawaye Football Club, le Tenguet FC, l'US Gorée, le Djambar de Sali, 4 clubs qui continuent à faire confiance à leurs techniciens Youssouf Dabo, Ali Mal, Moustapha Sek et Boubacar Gadjaga. Le foot ailleurs, la deuxième journée de l'Europa League ce soir. Avec Manchester United qui reçoit les Ukrainiens de Zaria Lukansk, match prévu à 19h15. Fenerbahçe avec Moussa Sow affronte Feyenoord Rotterdam. Anderlecht avec Karambodje et Stéphane Badji se déplace à Saint-Etienne. FC Zurich qui reçoit les Turcs d'Osmanispor, club de Pape Aliou Ndiaye, international sénégalais. L'on change de discipline, parlons basketball féminin. Des Baloks veut se maintenir en D1.
Derklé Basket Loisirs Club a remporté le championnat de D2 qui s'est tenu à Thiès. Donc championnat clôturé le week-end dernier. Debalok veut éviter les contre-performances des deux promus de la saison dernière qui sont redescendus après une saison dans l'élite. Pour ce faire, le club prépare déjà sa prochaine saison. Selon son président, il s'appelle Amadou Makhtar Diagne. On essaie de l'aborder sereinement. Tous ces temps, on est en train de faire des réunions, discuter comment faire pour maintenir l'équipe. On n'a pas l'ambition de gagner la première division dès maintenant, mais effectivement, on ne veut pas faire l'ascenseur, c'est-à-dire monter et descendre. On essaie de gérer l'équipe pour que cette année, qu'on puisse se maintenir, pouvoir les années prochaines avoir des ambitions. On sait que la difficulté en général, c'est le fait de se préparer. Parce que le championnat en général de D2, ça termine juste avant le début de la saison de première division. Et en général, les clubs n'ont pas le temps de se préparer, le temps de faire des recrues, le temps de se renforcer pour pouvoir avoir un bon effectif leur permettant et même sur le plan de recherche de moyens, tout ça, ils n'auront pas le temps. Parce que dès que la saison termine, on enchaîne avec la première division et ça pose problème. C'est pourquoi souvent les équipes montent et descendent souvent. Maintenant, nous, on va essayer de pallier ça. On va chercher tous les moyens pour éviter ce genre de problème. Amadou Makhtar Diagne, qui est donc président de Derklé Basket Loisirs Club, qui va jouer en première division en compagnie de Don Bosco de Thiès. Et puis notre natation, 29e édition, traversée Dakar-Gorée. Les trophées remis à partir de 17h ce jeudi à l'esplanade de la piscine olympique de Dakar. La compétition a eu lieu dimanche dernier. Pour rappel, la course A a été remportée chez les garçons par Adama Tchaoudir de l'ASFA. Chez les dames, c'est Jeanne Boudbian de l'Athletic Club de Dakar qui est arrivée première. Merci Youssouf Bodian. RFM, la presse du jour. La presse lue par Mohamed Kalimouba, bonjour. Bonjour. Les longues détentions et la question du loyer sur la table du Conseil des ministres hier. Le Soleil en fait sa une principale ce matin avec ce titre informatif. Le chef de l'État invite le gouvernement à engager la réflexion sur les longues détentions provisoires. Abordant la régulation des loyers, relève toujours le journal, le président Sall invite le gouvernement à en faire une question importante. Conclusion de enquête. Macky ne veut plus que les choses traînent concernant la résolution des questions qui gangrènent le système pénitentiaire sénégalais. Sur la question du loyer, enquête note que les bailleurs ont intérêt à faire attention, qu'ils se le tiennent pour dit. L'État va sévir contre ceux qui ne respectent pas la loi. La gestion patrimonialiste des affaires de l'État du Sénégal, le syndrome Karim Guet Aliou Sall, souligne en rouge le journal Réumi, alors que le Sénégal n'en a pas encore fini avec l'affaire Karim Wade. Souligne le journal, une autre de ce genre germe petit à petit dans les rangs du nouveau régime que gère Macky Sall. Sur cette affaire, pro et anti Aliou Sall s'affrontent. Sall frère en procès note la tribune. Pour certains défenseurs d'Aliou Sall, des cadres du département de Guédiawaye, membres de l'APR, Mame Mbaye Niang doit revoir sa copie. Mais pour d'autres, Aliou Sall est une menace pour le président. Point de vue de Mame Matar Gueye ce matin dans Enquête. Il dit, si j'étais Aliou Sall, je m'interdirais de m'améliorer dans un silence des cimetières. Qui ne dit rien, consent, confie-t-il. Ce drame sur nos routes, un accident de la circulation à Bounkiling dans le Sédhiou qui fait 8 morts dont 4 enfants. Sud Quotidien parle de choc, de douleur, de consternation. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la peine qui s'est emparée des populations de cette localité. Le conducteur du véhicule de transport en commun, souligne le journal, a embarqué jusqu'à 9 personnes pour 7 places assises. Il s'en est tiré, lui avec des égratignures. Mais les autres, eux, ont péri, selon des témoins, et roulé à vive allure quand il dérapa pour finir sa course sous un camion en station. Le Parti démocratique va porter plainte contre Macky Sall et ses juges, relève Réumi Quotidien. Walfadri va plus loin. Selon le confrère, le parti de Wade veut faire juger Macky par la justice internationale. Macky, les ministres et les magistrats impliqués dans la condamnation de Karim Wade. Politique, à quand le retour du pape du Sopi au Bercail? Il est annoncé à Dakar après le 14 octobre prochain, selon l'Observateur, jour de la marche de l'opposition. D'autant note le confrère que Wade veut assister au Magal de Touba. Et puis, affaire de la Range Rover volée, Wally Seck inculpé. Il est poursuivi selon l'Observateur pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux usage de faux. Le chanteur nie tout, son passeport confisqué. Titre du quotidien, le juge Ranjouali. Le juge Yahamley du 2e cabinet l'avait convoqué dans le cadre d'un interrogatoire de première comparée
comparution. Le chanteur n'a pas encore été entendu dans le fond. Selon son avocat Maître Abdou Dialikan, le passeport de Wally n'a pas été confisqué. Mais avant de voyager, le chanteur doit demander l'autorisation du juge d'instruction. Mais que risque Wally s'il est reconnu coupable? Aux yeux de Walfadjri, il risque jusqu'à 5 ans ferme. La famille Seck en question, Kion, le père, Seydina et Wally, les fils, une famille d'inculpés, titre en première page le journal Libération. Ils ont été tous les trois mis en examen par le même juge. Association de malfaiteurs, le délit le mieux partagé chez les Seck. Bonne lecture à tous. RFM, la chronique du jour. Aujourd'hui, la chronique porte la signature de Abdoulaye Ndiaye. Domaine d'exercice de la charge d'État, l'éducation se hisse au premier rang des secteurs sociaux prioritaires. Elle est un facteur de développement économique. Elle commande l'avenir d'une frange importante de la nation, les enfants, estimés à plusieurs millions de générations en générations. Dans notre pays, l'évolution du secteur ne fut pas un long fleuve tranquille. Il fut une des victimes expiatoires des méfaits des années d'ajustement structurel. Elle est marquée par des coupes budgétaires qui ont influé durablement sur son organisation. De cette période, le système éducatif en a gardé quelques séquelles qui ont nom, entre autres, retard sur les réformes garantissant une efficacité, manque de moyens rationalisés en vue de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, prolifération des structures publiques de formation enseignante. Et le nombre pléthorique d'élèves dans les salles, le concept de classe à double flux, en fut une parfaite illustration. À ces questions de fond sont venues s'ajouter d'autres. Elles sont relatives à la revalorisation du salaire enseignant, son statut et les conditions de son avancement dans la fonction publique. Ces préoccupations ont fini de faire du secteur un espace de revendication récurrente, un espace où plus de 60 000 acteurs semblent reconduire chaque année les mêmes doléances. On crée ainsi une situation exacerbée qui se mesure à l'aune des débrayages, des grèves totales, de la rétention de notes et du boycott des compositions. Autant d'actions devenues la marque de fabrique d'une sursyndicalisation du milieu éducatif où l'on ne compte pas moins d'une trentaine de centrales et regroupements. C'est à juste titre que l'on parle d'émiettement de voix et de positions préjudiciables aux plateformes revendicatives lors des négociations avec les autorités. L'opinion est souvent prise d'étonnement face à un discours syndical qui lui paraît inaudible de par sa diversité et accusé à tort ou à raison de retarder les compromis ou la recherche de solutions réalistes. Vous avez dit solutions réalistes ? Elle devrait pouvoir se mesurer aux efforts de progression dans les moyens mis à disposition par la puissance publique. 35% du budget global représentant 6% de notre avoir national, il y a quelque chose d'acceptable pour un secteur qui, dans tous les pays du monde, demeure un mammouth insatiable. Il faut pourtant des solutions pour apaiser et pacifier l'espace. Elle passe à notre avis par une volonté manifeste de respect des engagements souscrits par chaque partie. L'État, en ce qui le concerne, devant une contrainte budgétaire, devra prouver sa bonne foi en consentant des efforts substantiels, en établissant un agenda d'exécution des points de l'accord restant à satisfaire. C'est à ce prix et à ce prix seulement que l'on évitera de réduire notre système éducatif aux seules relations heurtées entre deux des principaux acteurs, à savoir l'État et les syndicats, parents et élèves au rôle passif condamnés à ne faire que subir. Il y a un autre fait limitant qui appelle bien des interrogations. Les 90% du budget de l'éducation destiné exclusivement au salaire selon le ministre. Cela voudra-t-il dire point de gros investissements dans l'entretien des infrastructures existantes et l'impossibilité, face à une demande croissante, d'envisager la construction et l'équipement de nouvelles infrastructures scolaires? L'appui qui peut nous venir des programmes issus de la coopération bilatérale ou multilatérale suffit-il comme palliatif? En tout cas, les abris provisoires qui remontent à quelques décennies ont souvent donné l'image d'une demande ou même d'un droit d'éducation difficilement satisfait à travers les politiques publiques. Ils ont même symbolisé une inégalité d'accès au système. C'est tout heureux pour parents et élèves que la tendance soit aujourd'hui à la suppression progressive de ces derniers. On ne peut manquer à ce niveau de saluer aux côtés de l'État l'action de certaines communes, ONG ou simples mécènes. Ils ont contribué à résorber le gap de la construction de classes dans certaines localités. C'est dire que l'éducation est l'affaire de tous. Son bon fonctionnement est une quête permanente. Il implique un corps de métier qui en a l'amour et la vocation, ainsi que l'aptitude à enseigner. Formé à l'école de la bonne pédagogie, il peut ainsi transmettre du savoir à des apprenants. Des apprenants aux situations et origines différentes et qui ont en commun le partage de la valeur connaissance, celle qui façonne le bon citoyen de demain. Reste qu'au-delà des conciliabules et des conclaves entre acteurs, il faut souhaiter le renforcement des moyens, gage d'une année scolaire sans remous ni perturbation. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
Aujourd'hui, l'on parle des difficultés liées à l'application de la loi portant baisse des loyers. D'un point de vue donc la régulation des loyers, le chef de l'État qui a demandé hier en Conseil des ministres, Macky Sall, qui a demandé donc au gouvernement de lui faire le point avant fin octobre 2016 et de veiller au respect des droits des bailleurs, des locataires, entre autres. Avec nous, Babacar Faye, président des promoteurs immobiliers du Sénégal. Babacar, bonjour. Bonjour. Quelles sont les difficultés auxquelles on fait face dans ce qu'il est convenu d'appeler la loi portant baisse des loyers? Oui, je vous remercie de m'interpeller sur cette question qui est extrêmement importante. Vous savez qu'à son temps, nous avions dit que cette loi, techniquement, était mal élaborée. C'était dommage parce qu'on se disait que ça ne concernait qu'une partie de ce que ça devait concerner, parce qu'on parlait de baisse des loyers en cours. Et à l'époque, on avait tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que ce qui va se faire, c'est qu'on va aboutir par une adaptation de l'offre et de la demande. Les acteurs vont s'ajuster et finalement, on va aboutir à une hausse des loyers. C'est ce qui s'est passé. Les gens, ils ont attendu que la loi passe et malheureusement, cette loi est passée. Donc, cette loi a été élaborée de manière techniquement mal élaborée, dans la mesure où sa portée était limitée, parce qu'elle ne concernait que les loyers en cours. Ce que les bailleurs ont fait, c'est d'avoir... Quels sont les autres points qui, à votre avis, ont été occultés? Bon, vous savez, vous avez bien suivi le président de la République en Conseil des ministres. Il a parlé de baisse des loyers et en même temps, il parlait de promotion de l'habitat social. Bon, la politique de promotion de l'habitat social, elle peut exister, elle peut être basée sur une volonté politique réelle, mais tant que les Sénégalais n'ont pas accès à un financement bancaire qui pourra leur permettre d'être propriétaires, ce sera extrêmement difficile de régler le problème du loyer. Parce que le problème du loyer, quand on légifère sur des secteurs qui tiennent de l'offre et de la demande, on aboutit souvent à des situations contraires par rapport à ce qu'on a voulu régler. Et c'est malheureusement ce qui semble se passer. Mais malgré tous ces points qui ont été occultés, comme vous le dites, est-ce que la situation n'est pas due en partie par une absence de suivi? Il n'y a pas eu de suivi après cette loi? Bon, il ne pouvait pas y avoir de suivi parce que la loi comportait en elle-même ses propres limites. Elle comportait en elle-même ses propres limites. Parce que quand on dit baisse des loyers qui sont en cours, les gens vont attendre que les loyers arrivent à leur terme. Et après, ils vont s'agir. C'est ce qui s'est passé. Et les bailleurs en ont profité? Les bailleurs en ont profité. Et bon, malheureusement, au début, il faut dire que heureusement, c'était une mesure très populiste, très opportune, parce que les Sénégalais pouvaient difficilement payer les loyers d'un certain niveau. Et bon, dans un premier temps, il y a eu un impact extraordinaire qui a fait que cette loi qui avait un aspect populiste extrêmement élevé a eu des répercussions sur la situation de quelques Sénégalais. Mais après, les bailleurs sont réajustés. Babacar Faye, vous gardez la ligne. Babacar Faye, président des promoteurs immobiliers du Sénégal. On revient à vous dans un instant. Avec nous, Dame Sadi, expert immobilier. Bonjour, Dame. Bonjour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de l'application de la loi? Oui. Ben peut-être ça c'est l'État qui devait y répondre parce qu'une loi, quand elle est faite, elle doit être appliquée. Qui est chargé maintenant de l'application? Sinon, c'est l'État. Sinon, qu'est-ce qui pourrait être donc à l'origine de la non-application effective de cette mesure? Laissez-moi dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de cette loi-là, en matière de loyer à usage d'habitation, parce que la loi, elle concernait les locaux à usage d'habitation. Je pense que peut-être même au départ, on a fait une erreur de conception en disant tout le temps diminution des loyers. Alors qu'en principe, le terme qui devait utiliser, c'est la loi qui est adaptée au local que vous occupez. Parce qu'en principe, en matière de loyer à usage commercial, à usage d'habitation, nous avons l'habitude de dire que c'est la maison qui dit ce qu'il vaut en loyer et non la personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour donner une maison, on doit faire ce qu'on appelle le décompte du prix de loyer, la surface corrigée. La loi veut dire que tout ce qui n'est pas appliqué cette disposition de la loi
donc il y aura une diminution de 25 ou 15% sur le loyer. Donc ça concerne les gens qui n'avaient pas fait de surface corrigée. En contrepartie, quand la loi est sortie, mais les bailleurs ont été encore, donc ils ont trouvé la porte de sortie en faisant faire ce qu'on appelle la surface corrigée du local. Et quand vous faites la surface corrigée du local, parfois, vous avez un loyer plus élevé que le loyer que la personne paye. Là, il y a un problème parce qu'en fait, le locataire dit que l'État avait dit qu'on va diminuer. Alors qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve avec un loyer plus cher parce qu'en principe, le bailleur a fait une surface corrigée. Et c'est une application de la loi. Voilà le point de problème. Et je pense aussi au départ qu'on n'a pas pu associer l'association des bailleurs, l'association des locataires et les services concernés de l'État qu'on discute autour de ça. À l'époque, j'en avais déjà parlé, on m'avait reproché de tous les mots, mais je pense que peut-être c'est une conception de la loi et on n'a pas impliqué toutes les parties au niveau de la conception de cette loi-là. Mais vu tout cela, est-ce que l'on n'est pas en face également de certains bailleurs qui, au lieu de se conformer à la surface corrigée, s'appliquent des loyers hors normes? Mais après avoir même exclu... Je pense que l'État a un code de contrôle. À l'époque, je ne sais pas si le service fonctionne toujours, au niveau de des impôts de domaine, il y avait un service qui s'appelait... je crois que ça s'appelait donc au contrôle là où il y a des loyers. Quand une partie est lésée, elle pouvait s'adresser directement à ceux-là qui prennent les dispositions. La loi est là, on doit l'appliquer. C'est l'État qui doit trouver les moyens pour faire appliquer cette loi. Je pense que ça, c'est le problème très facile à régler. Il y a une loi qui est votée, donc on doit l'appliquer. Si on ne l'applique pas, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour faire l'appliquer. C'est tout. On constate que par exemple les bailleurs ne respectent plus ce que la loi dit, mais l'État n'a qu'à prendre ses dispositions. Pour mais souvent les bailleurs ne manquent pas d'astuces pour augmenter les prix des loyers. Les bailleurs ne manquent pas d'astuces pour augmenter les prix des loyers en demandant aux locataires de libérer les appartements ou les chambres pour travaux. Oui, mais c'est que là aussi la loi est très claire. Quand vous donnez un congé à quelqu'un pour faire des travaux, la loi vous dit de produire l'autorisation de construction, tous les éléments, donc parce que ce qu'on évite, c'est de faire sortir quelqu'un et de faire entrer un autre parce qu'il paye un loyer plus élevé. La loi a prévu tout cela. Ce qu'on appelle, en fait, dans notre jargon, un locataire de bonne foi qui paye son loyer normalement. Il y a des conditions pour le faire sortir. On ne peut pas le faire sortir comme ça parce que vous avez trouvé Daoud Diouf qui paye plus cher. Vous faites sortir telle personne pour le mettre Daoud Diouf là-bas. C'est pas ça que ça. La loi est très claire. Quand vous faites sortir quelqu'un qui est un locataire qui paye son loyer normalement, si en fait vous évoquez, vous devez reconstruire, vous devez prouver au niveau du tribunal ce qu'on appelle l'autorisation de construction. Et quand vous faites les travaux, quand les travaux seront complètement terminés, en fait l'ancien locataire est prioritaire. Mais il est prioritaire, mais en ce moment, vous pouvez réviser le loyer parce que vous avez investi encore. C'est comme ça. D'accord. En fait, le point de problème aujourd'hui, dans ce pays-là, c'est que les gens ne cherchent pas à savoir exactement, donc en fait, de creuser pour la loi ce qui peut les protéger. Une ignorance de la réglementation de la part des usagers. On vous a bien compris. On revient à vous dans un instant, Dame Sadi. On revient à vous. Le temps de donner aussi la parole à Babacar Faye. On revient à vous, Dame Sadi. Babacar Faye, alors aujourd'hui, quelle est la solution? On a entendu le chef de l'État demander à son gouvernement de lui faire le point avant fin octobre. Si cela est fait, à quoi doit-on assister? Quelle serait la proposition du président des promoteurs immobiliers du Sénégal que vous êtes? Souhaiteriez-vous une révision de cette loi? Réviser une loi qui est imparfaite ne me semble pas être la solution. Vous savez, quelle serait donc la solution? Le contrat de location est un contrat de gré à gré. Quand vous avez votre maison, vous louez ça à qui vous voulez et c'est à qui peut payer. C'est la loi qui est imparfaite. Nous, ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est que l'État a beaucoup d'instruments d'action. C'est par la fiscalité que l'État doit agir. La loi, elle était populaire au début, etc. Mais c'est la première fois. J'avais dit, même à l'époque en forme de boutade, que voilà une loi qui va finir. Loi de la guerre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'applique, c'est fini. C'est fini. C'est pas par la loi qu'on peut régler ce genre de problème-là. Une baisse de la fiscalité pour les promoteurs immobiliers ou bien pour tous ceux-là seulement qui voudraient investir le secteur des logements sociaux? Il faudrait que les acteurs jouent le rôle
qui est leur sien. Vous avez actuellement des promoteurs immobiliers publics, la SNHLM et la SICAP, qui faisaient le locatif. Mais ça ne se fait plus des locations-ventes. Si on ne renforce pas ces sociétés-là et qu'on donne une importance grandissante aux sociétés étrangères qui viennent sous prétexte d'investir des milliards au Sénégal, qu'on leur donne des avantages au niveau fiscal et qu'on abandonne vraiment les acteurs sur le terrain, les instruments de la politique sociale de l'État, comme les promoteurs publics, je ne parle même pas des promoteurs immobiliers privés, la SICAP, la SNHLM, il faut que ces acteurs jouent leur rôle au niveau des locations-ventes, au niveau du locatif. Il faut qu'on leur donne des moyens supplémentaires. Il faut qu'il y ait une discrimination positive par rapport à l'expertise nationale. Merci. Merci Babacar Faye, président des promoteurs immobiliers du Sénégal. Dame Sadi, toujours en ligne, expert immobilier. Oui. Aujourd'hui, Dame, que faire? Allô? Allô, oui, que faire aujourd'hui? Pour le problème des loyers? Pour le problème des loyers, pour permettre aux populations qui n'ont pas les moyens de payer moins cher ou bien de trouver même un logement, parce que c'est ça l'objectif. C'est le souhait c'est le souhait plutôt. La solution serait de faire ce qu'on appelle la promotion de logements sociaux pour permettre à chaque Sénégalais d'accéder à un logement. Et pour ce faire, j'avais écrit à l'époque au président Abdoulaye Wade, malheureusement il n'y a pas eu de réponse. J'ai écrit au président Macky Sall en 2013, il n'y a pas eu de réponse. En fait, la seule solution pour moi, pour régler le problème des logements sociaux définitivement, c'est de revenir à la politique d'antan. C'est quoi? Cette politique qui consistait à faire ce qu'on appelle la location-vente. Mais tant qu'on laisse les promoteurs vendre au comptant, ce ne sera jamais au bénéfice des petits salariés. Et pour ce faire aussi, je pense que peut-être quand un promoteur X prend l'engagement de faire de logements sociaux, il achète un terrain, vous me suivez bien, il achète un terrain aujourd'hui du côté de Kermassar à raison de 4 000 francs, 5 francs le mètre carré. Pour viabiliser le terrain-là, il mettra 25 francs pour viabiliser le terrain. C'est-à-dire que vous mettez 5 fois ou 6 fois plus du prix d'achat pour viabiliser. Et la viabilisation, c'est quoi? C'est amener l'eau, l'électricité. Et j'avais écrit pour dire que pour la viabilisation, pour l'eau, l'électricité, on devait y impliquer la Sénélec et la SD. À défaut de faire supporter, par exemple, le coût de la viabilisation, ils devaient y participer à hauteur d'un pourcentage qui sera discuté de commun accord. Parce qu'en principe, quand vous faites, par exemple, une viabilisation, mais en fait, vous faites la viabilisation en général, quand vous mettez de l'électricité, c'est pour la Sénélec. C'est la Sénélec qui en bénéficie demain, parce qu'il y aura, par exemple, 300 ou 400 éventuels abonnés. Donc, quand vous faites, par exemple, ce genre de tableau, la Sénélec doit y mettre sa main, comme tout le monde. C'est ça la réalité. Tant qu'on ne le fait pas, parce que le promoteur qui met 25 francs pour viabiliser, mais demain, il va répercuter sur la personne qui sera attribuée de logement, alors que, en principe, ça, c'est l'État qui doit prendre l'engagement de dire à la Sénélec, écoutez, monsieur X a acheté un terrain pour la viabilisation, vous y engagez avec lui, à hauteur de temps. C'est ça la réalité. Davantage, promouvoir davantage, comme vous le dites, les logements sociaux. C'est bien ça? C'est ça, le logement social. Si on règle le problème des logements sociaux, tout le monde pourra y avoir son logement. Mais tant que les promoteurs, par exemple, quand ils investissent, ils font ce qu'on appelle le logement, après ils les vendent compte, ce sera toujours au bénéfice du bailleur. Merci bien, Adam Sadi, expert immobilier. L'on est rattrapé par le temps. C'est la fin de ce grand journal. Le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. On a parlé de l'insécurité ambiante à SICAP Liberté 2 où les agressions et cas de vol sont devenus monnaie courante. On trame ce matin dans le quartier une lingère poignardée à mort. Vive tension à Ouest-Foire, la gendarmerie a investi le quartier. Les jeunes de la cité s'opposent à la construction d'une station d'essence. Saisie de plus de 70 tonnes de fer à béton de mauvaise qualité. L'industriel fabricant a mis en cause, encourt une amende ou un déferment devant le procureur. Merci à Alun Diassé qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur RFM. 13h, le grand journal en Wolof. En attendant, Tialgat Sribar.